C'est bon. Ok. Bon, encore une fois, bonsoir et nous allons continuer avec la série de soutenance aujourd'hui. Merci, Dr. Célimène. Merci également à l'auditoire, vous qui êtes encore là avec nous. Est-ce que Jimmy Seymour peut fermer sa caméra? Jimmy, pourrais-tu fermer pour nous ta caméra? Merci beaucoup, mon cher ami. OK. Eh bien, on avait deux premières soutenances pour la faculté des lettres et humanités sur la thématique de l'éducation. Pour cette troisième soutenance, on passe à la faculté de droit, d'économie et de gestion. Et le premier étudiant, c'est Maxo Pierre. Eh bien, Maxo Pierre, effectivement, qui a travaillé sous la supervision du docteur Janis et pour l'obtention du diplôme de master en droit. Et son travail porte sur l'analyse juridique et rétrospective de la prédation des pouvoirs exécutifs et législatifs sur les collectivités territoriales en Haïti. Donc, partant de ces prémices, le docteur Janis, le docteur Tadal Etienne, je ne sais pas s'il est présent dans l'assistance, et puis votre serviteur, Nelson Sylvestre, et comme membre de jury, comme président de jury. Donc, nous avons là les membres du jury. Est-ce que je peux savoir si le docteur Etienne est là comme rapporteur? OK. Eh bien, on va accorder le temps supplémentaire à Maxo pour sa présentation. Et comme tu sais, Maxo, tu n'as pas vraiment un non-limite de temps, non? Donc, on t'écoute. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais savoir, est-ce que mon écran s'affiche, s'il vous plaît? Il y a des doublures. Il faut arranger ça. OK. Est-ce que ça apparaît mieux? Non, je ne vois que notre ami Isidore. Je ne vois pas l'écran. Hein? Il n'y a rien de projeté. À défaut d'écran, tu peux faire ta présentation, Maxo. Oui, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est bon. C'est bon. C'est bon, Maxo. D'accord. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé la parole pour la présentation de mon travail de recherche intitulé « Analyse juridique et rétrospective de la prédation des pouvoirs exécutifs et législatifs sur les collectivités territoriales en Haïti ». Je tiens également à remercier mon encadreur, le docteur Mipsam Janis, qui a accepté de me guider dans le cadre de ce travail de recherche, mais aussi il a accepté de mettre ses ouvrages à ma disposition. C'est pourquoi je voudrais particulièrement le remercier.
Au fait, c'est un principe à l'IUS pour tout étudiant qui souhaiterait avoir son parchemin de diplôme de master en droit et sciences politiques ou toute autre discipline, d'abord de rédiger un travail de recherche scientifique sur un sujet qu'il a lui-même choisi, mais aussi l'étudiant en question doit présenter ce travail de recherche par devant un jury, je dirais composé d'experts, afin qu'il puisse, comme je disais tantôt, avoir accès à son parchemin de diplôme. Je vous présente rapidement le petit plan que je vais utiliser et je vais m'assurer d'être succinct. D'abord, il y aura une mise en contexte, une problématique, et de cette problématique, il y aura les éléments de la problématique, question de recherche, hypothèse, objectif de recherche, méthodologie, les résultats et finalement la conclusion. Mesdames, Messieurs, honorables membres du jury, il faut dire que tous les systèmes politiques dans leur dynamique de structuration et de fonctionnement sont soumis à un double mouvement. D'abord, un mouvement centripète qui penche vers la centralisation et de l'autre côté, il y a un mouvement centrifuge qui favorise la décentralisation. C'est-à-dire que tout État, en fonction de son histoire, de sa culture et son choix de régime politique, tente d'adopter un de ces mouvements. Et dans le cas d'Haïti, il faut dire qu'après 1804, pour avoir hérité, je dirais, la centralisation de la France, on a fait le choix de la centralisation en Haïti. Et il a fallu attendre 1987, lorsque le peuple haïtien a demandé de changer l'État pour opter pour la décentralisation. Et c'est pourquoi, après le vote massif de la Constitution du 29 mars 87, qui accorde une très grande importance à la décentralisation, jusqu'au point d'adopter, je dirais, de consacrer tous ces 26 articles et tout un chapitre à la décentralisation. L'article 61 de cette constitution, à savoir la constitution du 29 mars 87 qui a été amendée en 2011, reconnaît 3 niveaux de collectivité territoriale, à savoir la section communale, la commune et le département. Si on veut considérer l'article 10 du décret de 2006 portant sur le fonctionnement des collectivités territoriales, les collectivités sont définies comme étant un ensemble de divisions du territoire dotées de la personnalité morale, de l'autonomie administrative et financière dans les limites de leurs compétences. Et en vertu de l'article 21 du décret de 2006 portant sur le fonctionnement et l'organisation des collectivités territoriales, chaque niveau de collectivité ou chaque échelon de collectivité doit être administré par 2 organes. Si on fait le contrôle rapidement, on va voir qu'on devrait avoir 6 organes pour les collectivités territoriales, mais il y avait un 7e organe qui devrait faire le pont entre l'État central et les collectivités territoriales. Et là, je vais parler du conseil interdépartemental, qui serait cet organe qu'on devrait instituer après 87 pour défendre les intérêts des collectivités territoriales auprès de l'État central. Et cet organe aurait même, les membres de cet organe auraient même le privilège de participer à des conseils de ministres en vue de, je dirais, d'adopter ou de voter quand il y a un budget qu'on va voter lié à la décentralisation. Maintenant, je vous cite rapidement les principes régissant le fonctionnement des collectivités territoriales. Dans un premier temps, il y a, par exemple, le principe de subsidiarité, qui est un principe selon lequel si un palier de collectivité territoriale est apte à poser des actions au niveau de sa communauté de manière efficace, il n'y a aucun besoin à ce que notre palier de collectivité le fasse à sa place. Il y a le principe de compensation, le principe de la libre administration, qui sont des principes, je dirais, fondamentaux régissant le fonctionnement même des collectivités territoriales. Malheureusement, mesdames, messieurs, honorables présidents de jury, plus de 35 ans depuis le vote massif de la Constitution du 29 mars 87, on constate que la décentralisation n'est pas effective en Haïti, elle est tout simplement inopérante. Est-ce pourquoi nous avons identifié des éléments de problématique et nous avons identifié tout au moins 3. D'abord, il y a un problème sur le plan administratif dans la mesure où les organes qui ont été prévus par la Constitution n'ont pas été mis sur place, c'est-à-dire n'ont pas été mis sur pied. On n'a pas institué ces organes. Si on prend le cas des assemblées, par exemple, si on se demande aujourd'hui où est l'assemblée municipale pour la commune de Jacmel, on ne l'a pas. Où est l'assemblée des sections communales? Où est l'assemblée départementale? Et où est le conseil interdépartemental qui devrait être institué pour faire le pont, pour défendre les collectivités territoriales?
Deuxième problème ou élément de problématique, il y a un manque de ressources financières qui pourrait permettre aux collectivités territoriales de vivre pleinement de leur autonomie financière et administrative, comme il est indiqué dans, par exemple, la loi du 20 août 1996 qui se porte sur le Fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales. Et suivant le principe de compensation, l'obligation est faite non seulement à l'État central de transférer des compétences aux collectivités territoriales, mais ces compétences devraient être accompagnées également de moyens financiers pouvant permettre aux collectivités territoriales, comme je le disais, de vivre de leur autonomie financière. Et à un troisième niveau, on a constaté une violation du principe de subsidiarité parce que tout simplement, sur le plan politique, il y a cette tendance des pouvoirs exécutifs et législatifs à remplacer les collectivités territoriales ou du moins à agir tout simplement à leur place. Ces éléments de problématique nous ont conduit à la formulation d'une question de recherche, à savoir dans quelle mesure la prédation des capacités des collectivités territoriales par les pouvoirs exécutifs et législatifs impacte-t-elle le fonctionnement de l'administration publique et les services fournis aux citoyens. En fait, l'hypothèse serait considérée comme une réponse anticipée ou provisoire. Comme hypothèse dans le cadre de notre travail, il faut dire que la prédation des pouvoirs exécutifs et législatifs sur les collectivités territoriales en Haïti a des conséquences majeures sur la gouvernance dans le pays, dans la mesure où cette prédation exercée par l'État central ou, je dirais, de préférence, les pouvoirs exécutifs et législatifs, le dysfonctionnement, ça entraîne le dysfonctionnement de l'administration publique, d'une part, et d'autre part, empêche les citoyens d'avoir accès à un service public de qualité. Tout travail de recherche suppose préalablement avoir fixé, je dirais, des objectifs. Si je voudrais vous informer de l'objectif principal de notre travail, l'objectif est d'analyser comment est-ce que les pouvoirs exécutifs et législatifs arrivent à s'approprier des pouvoirs ou des attributions légalement octroyées aux collectivités territoriales, ce qui empêche tout simplement le processus de décentralisation prôné par la Constitution du 29 mars 1987, amendée en 2011. Et en termes de méthodologie, nous avons opté pour une méthode qualitative axée sur une approche historique, ce qui nous a permis, je dirais, de puiser des œuvres savantes des chercheurs, d'auteurs faisant autorité dans le domaine de la politique et du droit. Et cette méthode a été complétée par une méthode exégétique qui nous a permis également d'étudier, d'analyser les dispositions légales liées à la décentralisation afin justement de faire ressortir l'écart existant entre ce qui est dit et ce qui est fait. C'est-à-dire les dispositions légales liées à la décentralisation en Haïti et ce que nous constatons dans la réalité. Pour la division du travail, il faut dire que notre travail est divisé en deux grandes parties. Il y a une première partie qui porte sur le contexte historique et politique de la décentralisation en Haïti, qui comporte 2 chapitres, et il y a une deuxième partie qui, lui, porte sur l'administration publique et les services publics en Haïti. La première partie de notre travail a une posture plus ou moins descriptive dans la mesure où on a profité de cette partie de notre travail, non seulement pour présenter les différents organes des collectivités territoriales, le fonctionnement de ces organes, et au niveau du chapitre 2 de notre travail, nous avons présenté les différents mécanismes juridiques utilisés par l'État central pour freiner, parce que c'est voulu, pour freiner le processus de décentralisation en Haïti. Et si on veut, je dirais, analyser la deuxième partie de notre travail, puisque contrairement à la première partie qui avait une posture plus ou moins descriptive, la deuxième partie a une posture analytique dans la mesure où on a analysé comment est-ce qu'on recrute aujourd'hui les gens au niveau de l'administration publique ou plus précisément au niveau des organes déconcentrés qui sont des organes par le truchement desquels l'État central devrait garantir la fourniture des services publics aux citoyens au niveau de la population locale. Malheureusement, le décret de 2006 portant sur le statut général et fonctionnement, le statut général de la fonction publique en Haïti, suivant son article 16, fait exigence à ce que quiconque veut intégrer l'administration publique le fasse sur une base méritocratique, c'est-à-dire par voie de concours. Contrairement à cette exigence qui est faite par le décret,
Un rapport de la Banque mondiale paru en 2007 a démontré clairement que plus de 40% des employés de l'administration publique en Haïti ont obtenu leur emploi sur une base du favoritisme, de clientélisme et de népotisme, comme cela a été le cas en 1986 ou tout simplement, pour dire, avant 1987. À côté de cette exigence que nous appelons, je dirais, et un rapport au mode de recrutement, mais l'obligation est faite aussi de passer une période probatoire. La période probatoire non plus, plus de 50% des employés ont déclaré n'avoir pas été objet de cette période probatoire ou d'essai. Et en termes de résultats de notre travail, nous allons terminer rapidement. Nous avons pu comprendre à partir de notre analyse que les organes déconcentrés ne sont pas efficaces, tout simplement parce qu'il y a une forme de prédation, il y a une forme de dépendance et il y a manque de matériel et de personnel compétent. Les services publics ne sont pas accessibles à la population locale et les politiques publiques mises en place en Haïti ne sont pas compatibles à la réalité ou aux aménités et spécificités territoriales, puisque toute bonne politique publique doit prendre en compte tout au moins les spécificités territoriales. En termes de conclusion, pour finir rapidement, si on me demande en quoi est-ce que mon travail serait utile à la communauté scientifique, il faut dire que ce travail nous a permis de comprendre tout simplement que l'État central, à travers des mécanismes juridiques, comment il arrive à s'accaparer des attributions légales des collectivités territoriales en s'opposant farouchement et subtilement à la mise en place d'une décentralisation effective en Haïti. Sur ce, mesdames, messieurs, honorable président du jury, je vous en remercie. Merci, Maxo, pour ta présentation. Et j'ai envie de dire qu'il s'agit d'une présentation éclair, avec des moments forts, très surchauffés. Donc, c'est bon. Et le temps également n'a pas été trop mauvais. Maintenant, pour avancer dans la même veine, j'invite le docteur Étienne, Tadal Étienne, pour prendre la parole pour ses remarques, commentaires et questionnements. Merci, docteur Sylvestre. Je dis merci aussi à Maxo Pierre pour cette présentation qui me paraît claire également. Et je tiens surtout à le féliciter pour la qualité, non seulement de sa présentation à laquelle nous venons d'assister, mais aussi pour celle de son document, le document de mémoire qu'il a soumis à notre appréciation et que j'ai lu avec plaisir. Un document qui comporte dans l'ensemble 78 pages, portant sur un sujet très pertinent, à savoir la possible prédation. Je dis la possible prédation, mais même ce sont ces résultats qui lui ont permis de dire qu'il y a prédation des pouvoirs exécutifs et législatifs au détriment des collectivités territoriales. Alors, M. Pierre s'est efforcé avec de nombreuses illustrations précédées ou suivies d'analyses appropriées, de nous présenter toutes les stratégies utilisées par ces deux pouvoirs politiques, l'exécutif et le législatif, pour exercer et maintenir toute une pratique de prédation sur les collectivités territoriales, ce qui contribuerait à une sorte de frein à leur développement. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai lu avec plaisir son document de mémoire dans lequel
je n'ai pas eu beaucoup de commentaires négatifs à formuler, pas beaucoup de coquilles à corriger. C'est un mémoire qui est clair dans sa structure, avec des chapitres, introduction des chapitres, des sections, et même introduction et conclusion de sections. Et le langage utilisé, c'est un langage clair qui respecte dans l'ensemble les règles en matière de lexique, de grammaire, de syntaxe. Je pourrais dire que dans l'ensemble, c'est un bon travail que l'étudiant a soumis à notre appréciation. Et un étudiant que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans les 3 cours que j'ai dispensés en faveur de sa promotion et qui a été toujours brillant, je ne peux que lui présenter mes félicitations. Mais cela ne veut pas dire que son travail est parfait. Les autres remarques que je vais formuler sont destinées à l'aider à y apporter les améliorations nécessaires. Et si je prends en compte le résumé et l'introduction, à la ligne 8 du résumé, vous avez écrit ceci, je cite Marceau. La décentralisation, processus à la fois complexe et controversé. Alors moi, j'arrête là. On devrait avoir une virgule avant le verbe revers. Revers d'une grande importance, donc il n'y a pas eu de virgule. Ce n'est pas le plus important, mais je l'ai signalé quand même qu'il faut améliorer parce qu'il faut respecter les règles de la langue, même si nous passerons au fond, qui est plus important pour nous tout à l'heure. À la ligne 9, cependant, en dépit de l'importance accordée par la Constitution, A sans accent suivi de A avec accent. Et il y a un choix à faire entre les deux A. Et je crois certainement que ce serait le A avec accent. La ligne 13, je vous cite, « Nous espérons que ce travail, bien que modeste, pourra contribuer à la lutte pour la décentralisation en Haïti et que l'État puisse, non, c'est pourra qu'il faut mettre, nous espérons que l'État pourra, pas puisse ici avec le verbe espoir. » Et dans l'introduction, première page, 3e paragraphe, 5e ligne, cette société marquée par une grande inégalité économique entre la classe paysanne et la classe bourgeoise a décidé, alors il y a virgule avant et après, marquée par une grande inégalité jusqu'à la classe bourgeoise, ces virgules sont absentes. Page 2, dernière ligne. D'ailleurs, Francis Fukuyama, il n'y a pas de virgule après d'ailleurs, avec la publication de son œuvre tirée de la fin de l'histoire et des derniers hommes. Et bon, là, vous associez systématiquement les citations avec à la fois l'italique et les guillemets. Je crois que dans l'ensemble, quand on a les guillemets, ce n'est pas nécessaire de mettre en italique en même temps. Page 3, première ligne, l'avènement de système démocratique libéral, mais libéral avec E à la fin. C'est le système démocratique libéral, il n'y a pas de...
page 3, 8e ligne. Par conséquent, l'équilibre de la démocratie représentative était menacé et il faudrait commencer par jeter les bases d'une autre forme de gouvernance. Et puis, après, vous allez continuer pour nous dire ce qui a été fait avec les tentatives de décentralisation. Donc, maintenant, là, c'est qu'il fallait, il faudrait. Page 3, avant-dernière ligne, une telle position a été aussi partagée par Intel Hayek, où il argumente, ou sans accent sur le « et ». Page 4, bon, je passe, ça concerne encore les citations avec guillemets et italiques en même temps. Page 6, et bon, je m'arrête là parce qu'il y en a d'autres, je pourrais les partager avec vous pour ne pas consacrer tout le temps à cet aspect. Maintenant, passons à la méthodologie utilisée. Et en lisant l'introduction qui est claire, bien documentée et bien argumentée, vous avez commencé et ceci sur 3 pages par la formulation du problème de centralisation relatif au sujet. Mais ce qui me dérange, c'est que le problème, pratiquement la première partie de la problématique, de l'introduction générale, d'ailleurs qui émane en principe de la problématique qui a été rédigée dès l'avant-projet de mémoire, mais cette première partie, les premiers paragraphes, en principe, devraient être consacrés à la formulation du problème posé. Le problème. Mais vous avez parlé des problèmes dans le monde surtout, sur 4 pages, des problèmes de centralisation, le passage à la centralisation dans le monde. Ce n'est qu'à la 4e page que vous avez commencé à parler du problème qui vous a porté, parce que le mémoire part de ce problème-là. C'est parce que vous avez constaté un problème, un contraste, un écart entre une réalité observée et ce qui devrait être. Mais on devrait commencer en principe par poser ce problème-là. Et vous avez pris 3 pages, et même une 4e avant d'y arriver. Et je pense que, et à ce niveau, il y a quelque chose à faire. Maintenant, par ailleurs, et pour parler de la méthodologie, pour introduire la méthodologie, vos choix en matière de méthode, vous avez commencé par nous faire une présentation sur la méthodologie. Dans les domaines scientifiques, la méthodologie constitue l'épine dorsale de toute recherche en sciences sociales, etc., etc., etc. Je rencontre ce cas-là, et vous n'êtes pas le seul, et je rencontre souvent. Il s'agit précisément de nous dire, d'annoncer les méthodes, vos choix méthodologiques. C'est pas de nous parler comment, c'est quoi la méthodologie, etc. C'est important, donc c'est pas ça. Donc je pense que c'est pas nécessaire dans notre travail de recherche de faire comme si on faisait un peu de méthodologie et de nous dire ce qu'est la méthodologie, ce qui doit être fait en matière de méthodologie. Et pour ne pas être trop long, et je vais passer dans
des références et des citations, parfois, vous utilisez, bien sûr, vous avez fait choix des modes de citation que je respecte, mais quand vous écrivez les noms des auteurs, le plus souvent, vous utilisez la majuscule, mais parfois aussi, vous utilisez la minuscule. Non, quand vous faites un choix, il faut l'utiliser de façon systématique. Si c'est majuscule systématiquement. En exemple, je prends une phrase. Certains auteurs estiment que le processus de décentralisation semble trop complexe et coûteux pour un peuple qui venait tout juste de sortir de la dictature. Des hommes, comme référence des hommes en minuscule, alors que dans la majorité des cas, avec une bombe, entre autres, une bombe majuscule, etc. Et la bibliographie, c'est pareil. C'est pareil. Dans la majorité des cas, les noms des auteurs sont en majuscule et parfois, vous mettez les minuscules. Et c'est le cas du livre de Cancellara, paru en 2018. Vous mettez en minuscule, alors que pour tous les autres auteurs, c'est en majuscule. Et donc voilà dans l'ensemble quelques-unes des remarques que je pourrais formuler. Mais le temps ne suffit pas. Je m'arrête là pour ces remarques-là. Et pour terminer, avant de passer aux questions, et c'est peut-être une première question, au lieu de formuler la remarque, je vous pose la question. Première question, c'est quoi la théorie ou les théories que vous avez utilisées? Vous n'en avez pas parlé en tout cas dans votre développement. Quel est votre choix au niveau théorique pour préparer ce travail-là? C'est la première question. La deuxième question est pourquoi la première partie, j'ai bien compris, qui est consacrée au cadre de référence, la description de la réalité, etc. Mais je ne vois pas une partie du développement qui est consacrée à la présentation et de la méthodologie, des méthodes utilisées, des concepts, de vos choix théoriques que je viens de signaler pratiquement qui sont absents pour moi dans les mémoires, les courants théoriques. Peut-être je me suis trompé, peut-être vous allez me répondre. Troisième et dernière question pour le moment. Et est-ce que vous pouvez nous dire si votre hypothèse que vous avez formulée au début du travail de recherche, est-ce que cette hypothèse-là a été confirmée ou infirmée et à partir des résultats que vous avez obtenus? Je vous en remercie. Merci, Dr. Etienne, pour ces points forts et mentionnés et que Maxo fera bien d'en tenir compte. Mais c'est bien mieux que le docteur Janis prenne la parole et que Maxo va continuer à noter pour réagir en dernier ressort par la suite. Docteur Janis. Merci, professeur. Et je salue la brillante présentation du collègue Etienne et surtout où ces recommandations pourraient aider M. Pierre à améliorer grandement la qualité de son travail.
Et je partage aussi son avis sur le potentiel de l'étudiant. Moi aussi, j'avais dispensé pour sa promotion un cours de géopolitique axé sur les conflits dans le contexte du monde contemporain. Il était parmi les meilleurs étudiants de sa promotion. Et en écoutant sa présentation, il conserve encore la qualité de l'étudiant en question. Et c'est pourquoi je tiens à féliciter M. Pierre pour son travail. Et je vous demande, Monsieur le Président, de me donner la parole. Je vous prie de me donner la parole après les réponses de Monsieur Pierre. Les questions qui ont été formulées par collègue Étienne. Et je voudrais bien ajouter quelque chose. Voilà, merci. C'est bon. Et sur cette base, Pierre, tu as la parole. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé la parole une fois de plus. Je tiens à remercier également mon professeur, Étienne Tadal, pour d'abord ces, je dirais, critiques constructives qui, je dirais, vont m'aider à améliorer la qualité de mon travail. Au fait, pour les questions qui ont été formulées, je vais rapidement essayer de répondre aux questions parce que l'autre aspect, dans l'autre aspect, il s'agit plutôt d'un ensemble de recommandations sur lesquelles je vais travailler, comme je disais tantôt, pour améliorer la qualité de mon travail. En fait, la première question a été, c'est quoi les théories qui ont été utilisées dans le cadre de ce travail? En fait, ça a été plutôt une théorie critique et qui m'a permis, je dirais, d'analyser ce qui a comme réalité et par rapport à ce qui a également comme cadre légal. Comme je le disais tantôt, nous avons des dispositions légales en Haïti liées à la décentralisation et le constat qui a été fait, c'est que ces dispositions légales n'ont pas été respectées à la lettre. Et si je prends le cas, par exemple, de la loi qu'on a, la loi de 96 portant sur le Fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales. Et donc, l'État central devrait transférer ces fonds au niveau des collectivités, question de permettre à ce que ces collectivités puissent jouir pleinement de leur autonomie. Et là, actuellement, il y a des mairies au niveau de la République. Si je prends le cas de la mairie de Jacmel, par exemple, et les employés ont plus d'un an qu'ils ne sont pas rémunérés. Et l'État central, à travers le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, vient tout juste d'envoyer 6 mois pour les employés, ou du moins ce qu'on appelle comme frais de FGDCT. Et là, le problème qu'il y a, c'est que les collectivités, contrairement à ce qui est dit dans le décret de 2006 portant sur le fonctionnement et son organisation, n'arrivent pas à jouir pleinement de leur autonomie. D'ailleurs, le conseil interdépartemental qui devrait être institué pour faire le pont, ou du moins pour défendre les intérêts des collectivités territoriales, n'a pas véritablement été vu le jour, et n'a pas vu le jour véritablement, et ce n'est que le ministère de l'Intérieur qui se comporte comme ministère, je dirais, des tutelles, et on trouve les élus locaux qui, particulièrement au niveau de la section communale, qui se comportent comme des gens qui recherchent quelque chose et à travers un sénateur, un député. Donc c'est ça, c'est la théorie critique et plus ou moins, je dirais aussi naturaliste, qui m'a permis de voir, d'analyser ce qui a comme cadre légal et ce qui se fait en réalité. Pour le cadre théorique, mais bien sûr, il y en avait. On a cité par exemple dans le cadre de ce travail le professeur François Tadieu qui lui considère le problème d'aménagement et de découpage du territoire haïtien et qu'il présente comme étant l'un des problèmes qui empêchent la mise en place effective de la décentralisation. Il y a aussi le professeur Jean-Renaud Lély qui fait une approche plus ou moins sociologique par rapport à la question de la décentralisation. Et dans son ouvrage, il a montré que, et sans prendre en compte l'aspect sociologique de la question, on a introduit en 1987 en Haïti à la fois la démocratie représentative et la démocratie participative, ce qui
fait que la question de décentralisation paraît un peu complexe et c'est pourquoi même le professeur Fritz Desormes a montré est-ce que ce processus n'est pas trop onéreux et trop compliqué pour nous autres en Haïti. Et si je voudrais terminer pour la réponse à cette question avec monsieur Ouadraogo qui a écrit un article sur la décentralisation et pouvoir traditionnel pour montrer que comment est-ce que les États sahéliens ont préconisé ou du moins ont fait les choix de la décentralisation, mais les résultats attendus, ils n'ont pas pu avoir les résultats attendus du fait qu'il y a ce contraste entre la volonté du pouvoir central qui devrait faire la promotion pour la décentralisation, mais c'est cet État même qui s'oppose farouchement et subtilement à la décentralisation. Et pour finir, à la troisième question qui m'a été adressée par mon professeur, Dr Tadal Etienne, et l'hypothèse de mon travail, après avoir analysé d'abord le fonctionnement de l'administration publique en Haïti, qui est une administration, si je voudrais citer l'ancien premier ministre haïtien Enex Jean-Charles, qui a écrit un ouvrage sur l'administration publique en Haïti, dans lequel il montre très clairement que l'administration publique en Haïti a toujours été objet de critiques, que ce soit que par les politiques eux-mêmes, mais aussi par la population. Et les différents rapports qui ont été rendus publics ont clairement montré qu'il y a la corruption au niveau de l'administration publique, les règlements qui devraient être appliqués pour permettre à Haïti d'avoir une bonne gouvernance ne sont pas respectés. Et du coup, à partir de ces analyses et à partir de ces données documentaires, nous avons pu arriver à la confirmation de notre hypothèse, à savoir, bien sûr, que la prédation des pouvoirs exécutifs et législatifs et sur les collectivités territoriales en Haïti entraîne d'une part le dysfonctionnement de l'administration publique, parce que c'est une administration au niveau de laquelle la corruption bat son plein, et à un deuxième niveau, là, à Jacmel, par exemple, si on veut prendre ce cas, les services publics, on a certains obstacles, que ce soit au niveau du coût, quand je dis le coût, par exemple, pour avoir accès aux soins de santé de nos jours, le coût constitue déjà un obstacle. Donc, les services publics ne sont pas toujours accessibles à la population locale. Est-ce pourquoi nous avons dit que notre hypothèse a été confirmée en vertu de ces analyses et ces données documentaires. Je crois avoir dit l'essentiel. Merci infiniment. Pour avoir tenté de répondre aux questions. Très bien, et merci Maxo. Alors, avant même de passer la parole au docteur Janis, j'aimerais bien savoir si le docteur Etienne est satisfait ou un peu par rapport aux réponses apportées par Max. Ok, bon, ma satisfaction n'est pas absolue, mais c'est de niveau acceptable. Docteur Janis. Oui, merci docteur Sylvestre. J'ai aimé l'articulation et la clarté de l'étudiant Pierre. Et c'est une preuve et que dans si peu de temps, il sera l'un des meilleurs avocats du barreau de Jacmel ou pourquoi pas d'Haïti. Et donc, c'est un homme qui possède une grande potentialité. Je ne cesse pas de le répéter. Et j'ai aussi aimé sa capacité aussi à arranger des arguments afin d'être plus ou moins cohérent. Et ça, c'est une aptitude et qui est devenue en lui, je dirais, une compétence. Et ce que je vais dire là, ce n'est pas du tout pour retirer la qualité de son travail. D'ailleurs, ce n'est pas du tout élégant pour qu'un encadreur puisse critiquer publiquement un étudiant le jour de la soutenance. Et implicitement, collègues Étienne et Sylvestre et moi, nous avons déjà
trouver ce consensus, à savoir que c'est un travail de qualité qui est digne d'un étudiant de Master 2. Mais toutefois, je voudrais, comme j'avais fait en privé avec l'étudiant, je voudrais attirer l'attention surtout pour les autres de licence qui se trouvent dans l'assistance, pour dire, quand on a une hypothèse, l'hypothèse n'est pas forcément, on ne doit pas forger le respect de l'hypothèse quand on n'a pas trouvé les résultats pour essayer de valider l'hypothèse. Et j'ai compris avec l'habileté à laquelle Dr Étienne avait montré cela à l'étudiant sous forme de questions. Mais j'ai l'impression que l'étudiant n'a pas encore bien cerné la préoccupation du docteur Étienne en ce qui concerne l'hypothèse. Parce que l'étudiant a clairement dit, dans son constat, les assemblées aux différentes échelles territoriales, depuis la mise sur pied du projet de collectivité territoriale, eh bien, n'ont pas encore vu le jour, soit au niveau de la section communale, soit au niveau de la commune ou au niveau du département. Et pourquoi interdépartement? Mais je vais demander à monsieur, sans toutefois réclamer maintenant une réponse. Aujourd'hui, nous n'avons pas non plus de députés en Haïti depuis tantôt 4 ans, 5 ans et plus. Nous n'avons plus de sénateurs, nous n'avons plus de présidents. Et pourtant, la constitution haïtienne, dans son architecture administrative, présente le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif comme étant les appareils du pouvoir central de l'État, si vous me permettez de dire ainsi. Et aujourd'hui, vous parlez de prédation du pouvoir central manifesté soit à travers le pouvoir exécutif ou législatif, et pourtant on a constaté que le problème est plus profond. Et c'est pourquoi je vous ai dit, il faudrait étudier de préférence le processus de la crise en Haïti qui avait conduit à cet état de fait. Et le projet de décentralisation et de participation a été aussi impacté par cette dégradation. Et quand vous dites prédation, on a l'impression que c'est un pouvoir exécutif ou législatif fort qui répond à ses prérogatives territoriales en matière de protection du territoire, en matière de service à la population, en matière de renforcement des institutions. Non. Nous avons une société en crise. Cette crise-là a impacté toutes les sphères de la vie nationale. Et c'est pourquoi je te suggère à regarder le thème prédation en termes de rapport de force. Et comme je vous ai dit aussi, j'ai un petit souci. Dès le départ, nous avons exprimé ce petit désaccord. Mais ce n'est pas grave, c'est un espace universitaire où le débat, c'est son espace naturel, ou bien son ami naturel, l'ami naturel de l'espace universitaire. Et c'est pourquoi j'ai aimé quand collègue Étienne vous a posé la question, quelles sont donc les différentes théories développées? Et vous avez dit, vous avez développé 2 théories, notamment une théorie critique et une théorie naturelle. Et malgré la qualité de votre travail, c'est peut-être la limite, comme je vous ai dit, parce que la grille de lecture en termes de théorie devrait être découlée des mots-clés, notamment les concepts soulevés, prédation. Et en tant que
géographe qui s'inscrit dans l'interdisciplinarité et qui avait étudié l'histoire, notamment l'histoire de la colonisation. Et c'est pourquoi j'en profite juste pour attirer l'attention des jeunes, surtout qui utilisent les mots. Cette approche naturelle en question, prédation, est issue de la grande théorie développée par les racistes de l'époque au profit de la colonisation, portant le nom de déterminisme historique, déterminisme géographique, déterminisme sociologique. Étant donné que les Européens étaient plus forts, plus puissants, parce que ce sont des chrétiens, ils se donnent le droit de placer en colonisation en fonction de cette théorie-là, des Noirs vivant dans des zones tropicales où le soleil avait brûlé leur cerveau. C'est le déterminisme, c'est la théorie de la prédation, comme dans les champs ou dans les jungles, et règne la loi des plus forts. Il faudrait faire attention, surtout pour nous autres qui ont été colonisés subtilement, pacifiquement, d'abord par ces théories, avant la phase brutale. Et c'est pourquoi je vous invite, avant même d'avoir le parchemin, de revisiter le terme en question, prédation, et de regarder quelques théories, notamment collectivité territoriale, notamment la limite du déterminisme, entre parenthèses, prédation, et pour essayer de trouver un terme plus ou moins clair, capable de faire la fierté de votre potentiel et de votre écriture. En passant, et même quand il y a des erreurs de tapping, mais c'est un texte qui a été bien rédigé contrairement aux autres textes. Et je voudrais attirer votre attention là-dessus parce que, en tant que chercheur qui se trouve dans le domaine de la déconstruction et le travail, c'est pas de dire l'État est considéré comme étant un acteur prédateur. Au contraire, il faudrait regarder quelles sont donc les contraintes internes ou externes qui empêchent l'État à ne pas respecter certains engagements, certains règlements, étant donné que c'est l'État qui avait publié dans son journal officiel des règlements pour essayer d'initier le projet de la décentralisation. Et dans le cas où maintenant c'est ce même État-là qui n'arrive pas à appliquer ces principes, il faudrait essayer de comprendre ça, en essayant de prendre un costume de chercheur à la place du costume de juge. Et voilà pourquoi je voudrais attirer votre attention là-dessus, parce que on est dans une ambiance de recherche à aller au-delà de ce qu'on voit, afin de voir l'ordre dans le désordre et d'établir le désordre aussi dans l'ordre dans le désordre. Et merci, messieurs les membres du jury, et j'espère que l'étudiant avait pris note. Grand merci, Dr. Janis. Alors, j'aimerais bien attirer l'attention de l'auditoire sur la qualité de ces séries de soutenance. La présentation de Maxo était une présentation de qualité. La réplique, sa réplique par rapport aux préoccupations combien intelligentes du rapporteur, Dr. Etienne, et l'apport inestimable du Dr. Janis, l'encadreur, témoigne bien de la qualité de ce travail qu'on est en train de faire. Et il faut en profiter. J'ai pris soin de laisser courir le flot. Parce que quand il s'agit d'un bon flux, il ne faut pas le stopper. Donc, il faut vraiment profiter de cet espace. Alors, moi-même, je n'ai pas grand-chose à ajouter. À la vérité, Maxo Pierre, que j'ai eu le privilège
de faire un ou deux cours pour lui. Et vous avez raison de dire que c'est un étudiant très motivé, et cela se voit. C'est un homme également de plaidoirie. Il est un homme de plaidoirie, et qu'en réalité, il a fait une présentation très éclair, et je tenterais même de dire une présentation presque militante, pour autant qu'il aime ce qu'il est en train de développer, de défendre. Donc, en réalité, moi-même, si je dois dire un mot, pas vraiment des questions, parce qu'on est à court de temps, et l'étudiant écrit analyse juridique et rétrospective. Donc, si je prends l'aspect rétrospectif, et c'est qu'en fait, il a voulu jeter un regard sur le passé, même si aujourd'hui, il n'y a pas un pouvoir législatif, il n'y a non plus pas, et même si c'est uniquement nominal, il n'y a pas un pouvoir réel exécutif. Mais comme un État constitué, un État existant, n'est jamais à court de pouvoir, on ne peut pas dire qu'en Haïti, on est sans pouvoir, parce qu'il y a des gens qui prennent des décisions. Et même si parfois des décisions qui semblent vouloir éliminer l'État, l'existence même de l'État. Alors, je comprends bien, effectivement, c'est un peu fort de parler de prédation, même si on veut jeter le regard sur le passé. Mais moi-même, ce qui m'intéresse davantage, c'est l'analyse juridique. Je vais dire deux mots pour mettre fin à cet échange, parce que je comprends également que les étudiants qui sont là, l'auditoire qui est là, a besoin d'entendre certaines choses. Quand on dit analyse juridique, on entend faire une évaluation, mais une évaluation sur les aspects de la nature Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu un temps d'expiration pour la vidéo et ça s'est arrêté comme ça. Allô? Ça va maintenant. OK. Vous m'écoutez, pas vrai? 5 minutes, 5 maintenant. OK. Oui, je disais que en réalité, l'analyse juridique porte sur la nature des réglementations des institutions. Bon, puisque Marceau voulait parler des collectivités territoriales, je comprends bien que ces collectivités territoriales sont des institutions. Donc, en voulant faire l'analyse juridique, il faut voir, il faut étudier et justement présenter la nature ou bien les règlements autour des collectivités territoriales. Mais il me semble que également, Marceau voulait faire de l'analyse légale ou exiger les droits de ces collectivités territoriales. Et l'analyse légale, en réalité, c'est
un processus qui concerne non seulement la loi, mais l'interprétation de la loi. Donc, sur cette base, il y a une difficulté, comme l'a si bien dit Dr. Janis, puisque à l'heure actuelle, il y a un problème au niveau des collectivités, de l'existence des collectivités territoriales, au même titre qu'il y a un problème au niveau des pouvoirs exécutifs et législatifs. Maintenant, s'il s'agit d'un regard sur le passé, il n'y a absolument pas de problème. Donc, Maxo, il faut prendre en compte 4 éléments. Un premier, les faits. Les faits, c'est que difficilement de parler de pouvoir exécutif et législatif. Bon, pour le législatif, ce n'est pas même difficile, c'est un fait. Les collectivités territoriales non plus. Deuxièmement, quel est le problème légal et quels sont les résultats? Ça, c'est une deuxième étape. Troisième étape, quelle est l'information de droit? Les collectivités réclament quoi comme droit? Et à qui? Et à quel niveau? Et finalement, l'analyse légale en dernier ressort. Y a-t-il quelque chose à corriger au niveau de la loi pour qu'effectivement tout ce qui est prévu soit mis à exécution et pour éviter cette prédation qui semble être une réalité. Donc voilà, en gros, ce que je voulais souligner à votre attention. Mais je note effectivement qu'il a été de qualité. Donc, étant donné que nous n'avons plus le temps pour cette soutenance, et j'accorde uniquement 1 minute à Maxo, s'il est encore là, pour quelques mots de conclusion. Et je remercie hautement le Dr. Etienne et Dr. Janis pour la qualité de leur intervention. Maxo? Merci, Monsieur le Président. Rien à dire que remercier honorable membre du jury de m'avoir accordé, je dirais, le temps et l'opportunité de présenter mon travail de recherche. Et maintenant, bonne note a été prise sur les recommandations qui ont été faites et je vais me mettre au travail pour améliorer la qualité de mon travail. Voilà. Alors, merci beaucoup. Et vous qui étiez là avec moi, j'adresse la parole immédiatement au docteur Providence pour la prochaine soutenance. Voilà, merci à Fred d'arrêter l'enregistrement et on demandera à notre prochain, je regarde notre liste, à monsieur Cadet Ousselin de se préparer pendant que Fred va arrêter l'enregistrement pour pouvoir relancer, par les hostilités, bien entendu, relancer à nouveau un enregistrement pour Ousselin. Alors, je ne suis pas connecté depuis le mail officiel de l'administration. Est-ce que c'est Fred qui a la main pour arrêter l'enregistrement? On dirige la main. D'accord, super.